donc sur ce premier Tac au Tac live. On a l'immense plaisir d'accueillir parmi nous Olivier Wors pour cette première édition. Il y a également avec nous Philibert qui participera à l'interview, modérateur d'OPS Mania, et moi, Christophe Montas, pour gérer cette interview à deux avec Olivier. Olivier, c'est à toi. Je te laisse te présenter un petit peu. Alors, merci pour cette invitation et merci à votre groupe que je trouve, j'ai découvert ça récemment et je trouve une super idée et ce que vous faites pour avoir lu le petit fascicule de la revue plus les différentes activités proposées, je trouve ça très sympa. Donc, bravo et je vous encourage là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai, au-delà de l'amitié que je vous porte, que j'ai accepté tout de suite. Alors, je vais aller rapidement parce que c'est le tac au tac. Là, je viens de découvrir que c'est un tac au tac, donc il faut que je sois un petit peu réactif. Sur mon parcours pro, le milieu difficile s'est un peu imposé à moi. Jeune enseignant, Lille, Créteil, Amiens, Versailles. Donc, en France métropolitaine, c'est ça qui se profile quand on est jeune enseignant d'EPS. C'était rare, réseau, ambition, réussite. D'ailleurs, ce mot, on l'entendra peut-être par la suite, le mot ambition. Donc, 10 ans prof là-bas, puis 5 ans à la fac de Lille en tant que Prague, puis en tant que maître de conf. Et à l'heure actuelle, je suis à l'INSPE, vous savez, les organismes qui forment les enseignants, plutôt spécialisés dans la filière MEF, EPS, donc deuxième degré EPS, et ma recherche, je la fais au sein d'un laboratoire qui est une unité mixte de recherche CNRS. Voilà, avec Nicolas Mascret, que vous avez eu en interview lors du précédent numéro. Enseigner en milieu difficile, comment le catégoriser? Donc, soit en recherche, on se base sur le point de vue de l'institution, c'est souvent mon choix. Je dis à chaque fois, je mets dans mes articles milieu difficile entre guillemets parce que c'est difficile du point de vue de l'institution. Et donc, ça fait partie des politiques éducatives prioritaires ou des politiques de développement ou de renforcement qu'on retrouve à l'international. Ou alors, on se base du point de vue expérientiel de l'individu. Et donc, c'est aussi un de mon champ de recherche qui est issu de d'une philosophie qui s'appelle la phénoménologie. Donc, rentrer dans le monde de l'individu, qui est le milieu difficile dans la mesure où il se sent en difficulté. Voilà les deux définitions très ouvertes que l'on peut donner à ce terme-là. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est bien sûr que ça réfère à une culture qu'ils peuvent connaître via les médias et donc ça peut proposer une entrée plus facile. Mais la culture des jeunes pieds d'immeuble, pour reprendre les termes de Maxime Travers sur le football, montre que c'est pas forcément la culture sportive. Où là, il avait fait un très bel argumentaire entre le football pied d'immeuble, où c'était les petits ponts, l'exploit, par rapport à marquer un but, par exemple. Donc, moi, je serais plutôt pour vraiment proposer une EPS scolaire et on sera peut-être amené à le redévelopper. Et donc, les formes de pratique scolaire me paraissent opportunes. Maintenant, la petite limite qu'on retrouve dans la littérature didactique, c'est des formes qui sont très compliquées et qui amènent souvent une compréhension longue. Et donc, là, il faut rester ambitieux, mais tout en simplifiant ou en l'amenant progressivement. Voilà les deux axes que je privilégierai pour ces FPS. Alors, l'évaluation, c'est au débat. C'est au débat, mais pas seulement pour les milieux difficiles. Peut-être, là, je vais reprendre quelque chose qui est souvent écrit dans les milieux difficiles, c'est l'effet de loupe. On dit finalement, c'est ce qu'on retrouve dans cette éducation prioritaire, c'est les choses arrivent plus vite, plus fortes et de manière plus intense. Et pour l'évaluation, je pense que c'est la même question. C'est des élèves souvent qui ont des profils psychologiques un peu cabossés et donc qui sont encore plus sensibles aux méfaits de l'évaluation ou à l'évaluation un peu sanction et qui peut renforcer un sentiment d'incompétence ou
une violence scolaire, pour reprendre les termes de Davis, déjà existante. Et donc, moi, je serais carrément extrême. Arrêter les évaluations, arrêter les notes. Bon, c'est peut-être pas viable, mais voilà, moi, un peu fou que je suis, et en particulier avec ces gamins, lancer-les dans des défis ambitieux qui les amènent à se dépasser, leur montrer qu'ils se dépassent, et pas forcément les mettre devant des notes ou devant des éléments couperés. Un des premiers résultats qui m'a frappé quand j'ai étudié l'activité des élèves en milieu difficile, c'est leur incapacité à rester dans une même tâche, même qui leur plaise, longtemps. Souvent, ils font 2 répétitions, 3 répétitions, et après, ou alors ils ne savent pas faire, ils n'y arriveront jamais, dans leur tête, pour eux, ou alors ils savent faire et ils peuvent s'amuser et mettre le bazar. Donc, pour une fois que les chercheurs sont d'accord pour dire que la répétition, c'est un critère, quelle que soit l'approche, d'apprentissage, et que sans répétition, il y a très difficilement un apprentissage. Dans la question, déjà, il y a un axe de réponse qui est entre persévérance et zapping, c'est-à-dire faire de la répétition sans répétition. Je prends un exemple tout bête. Mettons, je vais leur apprendre à tourner vers l'avant. Je multiplie les contextes où ils tournent vers l'avant. Je tourne vers l'avant autour d'une barre, sur un plan incliné, après un trampoline, etc., qui les amène à répéter. Alors là, je suis sur un apprentissage moteur, de tourner vers l'avant. Répéter les fondamentaux de cet apprentissage-là, mais sans avoir le côté lassant. Et à l'opposé, il y a ce qu'on a tendance à faire en fin d'année ou qu'on fait quand on est débordé, c'est le zapping. Je change d'activité toutes les 3 minutes, mais sans consistance. Et là, les gamins, ils n'apprennent rien et ils se lassent encore plus vite. J'ai prôné la nouveauté parce qu'ils ont des problèmes à rester engagés dans une même activité longtemps. Et en parallèle, ils ont besoin de routine de cadre parce que ces gamins-là, si ce n'est pas nous qui leur mettons le cadre, c'est eux qui vont nous recadrer. Et donc, ils ont besoin de consistance et on sait tous les bienfaits des routines. Donc, on peut trouver quelque chose, une structure stable, même en variant les contenus. Donc, moi, je dis que absolument les deux. Absolument les deux. Et si on peut donner un conseil aux collègues, c'est commencer par stabiliser quelque chose, l'entrée en classe, le format d'appel, mais tout en innovant dans les pratiques ou dans les formes de pratique. On aimerait bien, avec ces gamins-là, tout maîtriser, tout cadrer et rien laisser passer, mais ce n'est pas possible. Ce qu'on dit souvent à un jeune, on lui fait avec eux, lâche rien. Si tu leur donnes ça, ils te mangent ça. Tu es obligé de lâcher parce que sinon, tu fais la police tout le temps et tu vis mal ton métier. Même il y en a qui décrochent. Le nombre de burn-out dans ces milieux-là ou le nombre d'abandons, ils ont eu le concours, ils arrêtent le concours, sont très, très importants. Donc, oui, tu vas être obligé de tolérer. Alors, tolérer certaines activités. Alors, lesquelles peut-on tolérer en particulier? Les activités qui te paraissent, toi, en tant qu'enseignant, ne pas nuire au collectif. Ça, c'est une bonne pratique qui a été relevée. D'ailleurs, dans nos derniers articles, il y en a un qui va apparaître bientôt dans la revue EPS. On propose différents temps. Alors, je ne sais plus comment les appeler, mais temps forts, temps faibles, des activités un peu défouloirs et des activités où on va se focaliser. Ou dans les activités défouloirs, on va relâcher un petit peu de la tolérance. 2 minutes déjà. Et donc, le deuxième aspect, c'est par contre, quand on intervient auprès d'un élève, parce que je ne veux pas dire tout et son contraire, mais quand on intervient auprès d'un élève, on ne lâche pas. Même si c'est arrête de bavarder, je vérifie bien qu'il arrête de bavarder. Sinon, je vais perdre la face vis-à-vis de l'élève. Et donc, le geste professionnel intéressant, alors là, j'ai dit par rapport à quelque chose d'ordre disciplinaire, mais ça peut être au niveau moteur. Si je donne le conseil, essaye de fouetter, de garder ton coude haut. Si je lui donne au badminton, si je lui donne ce conseil-là, j'essaie de regarder s'il maintient cette activité ou transforme son activité par rapport à ça pour le guider dans ses apprentissages, qu'ils soient éducatifs ou moteurs.
c'est difficile. C'est souvent à l'expérience qu'on apprend ça. Moi, dans mes recherches, j'ai appelé ça les seuils de tolérance. Ben, finalement, ce seuil, il dépend, il dépend du cours. Parce que d'un cours à l'autre, quand tu récupères tes gamins, en fonction de ce qui s'est passé avant, ben, ton seuil il va être plus élevé, tu vas tolérer plus de choses. Et il dépend aussi de la classe, etc., de différents facteurs. À toi de trouver quelque chose qui ne te ferait pas arrêter le cours sans arrêt. Tu vois? Parce que finalement, le gros problème, c'est que plus tu vas arrêter le cours, plus il va y avoir des déviances, et plus tu vas y avoir des déviances, plus tu vas arrêter le cours. Donc ça, c'est un cercle vicieux. Et moi, le conseil un peu original, disons, je ne suis pas le seul à dire ça, mais de se focaliser sur les apprentissages des élèves, de s'intéresser à ceux qui travaillent et à ceux qui apprennent. Et je prends souvent un exemple qui m'a beaucoup marqué dans mes recherches, c'est que je vois un collègue qui lance une activité, il les fait courir, il choisit un échauffement traditionnel, il les fait courir autour du terrain. Et là, il y a seulement 2 élèves sur l'ensemble de la classe qui courent. Et là, le prof, il dit « Bravo, toi là-bas, alors bravo Tony, très bien, allez, tu souffles bien, tu têtes des bras comme on a vu. » J'ai fait « Mais qu'est-ce qu'il fait il y a 15 élèves qui ne courent pas, alors une classe peu nombreuse, 17 élèves. » Et là, le prof, il me dit « Là, ça part mal, je ne comprends pas pourquoi la semaine dernière, c'était bien et tout. » Mais il s'est focalisé sur ceux qui travaillaient. Et finalement, quand on interroge les élèves, les gamins, ils ont fait « Ah, ben, je vais lui montrer que moi aussi, je suis capable. » Et ça valorise, ça met dans un climat un peu de valorisation de ceux qui travaillent, donc de ce qui m'intéresse. Si tu veux m'intéresser, tu n'as qu'à travailler, plutôt que de répression. Et donc, c'est un climat positif plutôt d'apprentissage, pour répondre rapidement. Alors ça, c'est l'énorme problème parce que c'est une caractéristique forte de ces élèves, hein, cette estime de soi ou ce sentiment de compétence ou même Seligman, il appelait ça l'impuissance apprise. Quoi qu'il arrive, moi, ça me filait des frissons quand j'étais prof, quand mes élèves, ils me font « Monsieur, de toute façon, j'y arriverai pas. » Tu vois, avant de commencer même. Et donc ça, il faut lutter. Alors, comment lutter contre ça? Déjà, leur montrer qu'ils sont transformables aux gamins. Réussir à trouver des indicateurs. Alors, on peut appeler ça évaluation. Si dans votre question, je ne sais plus, 3 ou 4 ou 2 même, vous me parliez d'évaluation, ben ça, des critères d'auto-évaluation, mais sur des indicateurs, qui montrer qu'eux-mêmes, ils progressent au fur et à mesure. Et presque, je serais pour prôner un carnet de suivi du gamin, tu vois, pas seulement dans le champ d'apprentissage 5, hein, dans tous les champs d'apprentissage pour leur montrer leur progrès parce qu'ils ne s'en aperçoivent pas et leur montrer que finalement, s'ils s'y mettent, ben, ils y arrivent et qu'ils sont transformables et qu'ils arrivent à apprendre. C'est comme ça qu'on peut casser un petit peu, infléchir cette spirale cabossée de ces élèves. Après, tout en restant ambitieux. Alors, c'est bien beau à dire, hein. Excusez-moi les collègues qui sont dans ces milieux-là et qu'on prend le feu, ça part dans tous les sens. Et alors que j'ai réduit mes objectifs à la baisse, hein, toutes les recherches montrent ça. Hein. On a tendance à diminuer les enjeux d'apprentissage, on a tendance à proposer plus de jeux, à lâcher un peu sur les apprentissages. Et moi, je leur demande, soyez ambitieux les gars. Donc, c'est facile à dire et pas facile à faire, mais les gamins, ils sont loin d'être bêtes, quoi qu'on en dise. Et si on leur propose, mettons tout à l'heure, je prenais le coup des roulades, si on leur propose, tu n'as pas maîtrisé ta roulade, on leur refait faire des trucs basiques, ça leur donne pas envie de s'engager, ça leur donne pas envie d'apprendre. Et donc, proposer des choses qui vaillent la peine de s'engager, maintenir cette ambition. Par exemple, sur la gym, ça pourrait être travailler sur des choses un peu périlleuses, telles que le salto, bon, avec des conditions sécuritaires, mais salto, la lune, des choses qui leur donnent envie de s'engager. Ça, au niveau psychologique, Nicolas Mastré a pas mal bossé dessus, hein, sur la mise en réussite artificielle. C'est-à-dire que comme ils sont sûrs qu'ils n'y arriveront pas, si tu proposes des tâches plus basses et que tu leur montres, tu les mets régulièrement en situation de réussite, ça peut un peu les transformer. Après, la difficulté, c'est de réussir à les mettre en réussite sans qu'ils s'aperçoivent que c'est des tâches vraiment très faciles et pour des bébés, pour ne pas utiliser leur terme. Les champs d'apprentissage dominants, c'est A4, le champ d'apprentissage 4, hein, avec Sport Co en tête, qui est surexploité avec ces élèves-là, mais ça se comprend parce que c'est ça qu'ils ont envie, on les met tous en activité, etc.
Euh, et même si on creuse un petit peu, mais pourquoi c'est surexploité? C'est parce que c'est pour répondre aux élèves jugés les plus difficiles. Et souvent, c'est des garçons ou des profils des genrés masculins violents, turbulents. Et donc, finalement, on planifie notre programmation et même nos cours pour répondre à la masse d'élèves qui nous prend la tête. Donc, c'est un fonctionnement presque inverse, quoi. Ah, tu me prends la tête? Bon, maintenant, je vais faire en sorte de te plaire. Et souvent, donc, on arrive à ces programmations-là. Donc, oui, je serai sur la diversification, non pas parce que je respecte les textes officiels, chacun son boulot, moi, c'est plutôt pour apporter une culture ouverte, riche aux élèves, une culture au sens culture corporelle, hein, plutôt que d'une culture sportive, hein. Vous avez compris mon discours. Et finalement, c'est plus le mode d'entrée dans un champ plus que le chant lui-même, moi, qui m'importe, hein. C'est l'expérience vécue. Donc, c'est pas tant une question de chance, c'est une question d'expérience. Et ce qui marche avec ces gamins, c'est si je les mets au défi dans mon expérience, et ça, on peut le faire dans tous les champs, ou si je crée un pôle d'intérêt là-dedans, ça peut marcher, hein. Moi, j'avais des expériences de collègues qui avaient fait des trucs excellents en course de durée et qui avaient accroché des élèves de SECPA super difficiles et qui leur avaient demandé toute l'année la course de durée. Donc, pour en arriver, alors que c'est pas l'activité a priori qui paraît motivante pour eux. D'accord. Donc, c'est bien découvrir voilà, une tranche de vie importante pour eux, pour qu'ils soient capables après d'être en activité et que ça soit signifiant. Tout à fait, c'est ça. Bon résumé. Premièrement, la première erreur, c'est essayer de contrôler. Se dire que ben, je suis le prof, ça y est, je veux qu'il n'y ait aucune conduite déviante. J'ai analysé des conduites très autoritaires et autoritaristes où le prof, il interdisait tout, il excluait du cours. D'ailleurs, c'était un climat de tension. Finalement, le prof, dès qu'il avait le dos tourné, il y avait quand même des déviances. Et même, parce qu'il allait plus loin, il respectait la contrainte parce qu'il y avait la sanction. C'est pas de l'éducation, quoi. C'est du mauvais dressage. Et entre parenthèses, le prof, à un moment donné, s'est retrouvé au marché avec ses élèves, il les a croisés et il s'est battu avec ses élèves parce que les élèves sont arrivés, on m'a fait ah, bah maintenant tu peux pas m'envoyer, qu'est-ce qui se passe? Et bon, pour montrer, bon, je suis caricatural, excusez-moi, j'ai peu de temps, mais que l'illusion du total contrôle est impossible. Deuxièmement, pour aller un peu dans l'autre sens, hein, vous comprendrez qu'en ce peu de temps, j'essaie de tenir les deux aspects. Ne pas faire non plus copain, quoi. Et en début d'année, c'est là où on met les routines, c'est là où on peut être assez sévère. Alors, les Canadiens ont une expression qui est assez éloquente, c'est Don't smile before Christmas. Vous remarquerez mon accent terrible en anglais. Donc, ne riez pas avant Noël, parce que si au début de l'année, on veut se faire, ah ben, je veux leur plaire, etc., c'est très dur après de reprendre des routines ou de reprendre un cadrage ou de changer ce mode de fonctionnement. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que c'est des conseils en fait, qu'on donnerait à n'importe quel nouveau prof, quel que soit le milieu. Simplement, le milieu difficile demande d'être d'autant plus vigilant et d'autant plus réfléchi par rapport à toutes les actions qu'on pourrait avoir avec les élèves. Tout à fait. D'ailleurs, les collègues vous le diront, les collègues qui passent d'un milieu difficile à un autre milieu, ils ont besoin, dans un milieu difficile, tu as besoin d'anticiper. Ah ouais, mais des vestiaires à mon bureau, ça se passe comment? Tu vois, tu es obligé d'anticiper, tandis que dans notre milieu, c'est le même métier, mais tu n'es pas obligé de fliquer ou de les accompagner. Ah ben la rotation, ça se passe comment? Tu es obligé de tout faire pas à pas. Et donc, c'est une fois de plus l'effet de loupe, hein, qu'on retrouve et qui demande plus de vigilance et donc plus de fatigue sur de l'extra scolaire, on va dire. Alors, moi, mes travaux, ils luttent un petit peu contre cette notion d'expertise, bon, qui a été développée de manière très belle, hein, par Tochon, hein, dans les années 90, mais qui laisserait penser que l'expertise vient avec l'expérience et que finalement, tant qu'on est en début de carrière, on est des glands et donc il va falloir trimer pendant 10 ans avant de réussir à faire un cours qui ressemble à quelque chose. Donc moi, je casse un petit peu, je reprenais les termes d'enseignants réussissants,
quoi. Les enseignants qui réussissent à faire cours et qui réussissent à croire en ce qu'ils font vis-à-vis de ces gamins. Et donc, il n'y a pas de profil type, mais un levier super important, c'est d'être focus sur l'activité des élèves, quoi. C'est-à-dire sur ce qu'ils font. Je pourrais anticiper des formes de pratiques scolaires assez élaborées et tout, mais si je ne regarde pas ce que font les élèves, être à l'écoute d'eux, parce qu'ils donnent des indicateurs encore plus que les autres. Quand ça ne marche pas, ben, ce n'est pas la peine de s'obstiner. Tu peux zapper ou tu recadres, mais regardez ce que font les élèves au niveau moteur, au niveau éducatif, pour pouvoir s'ajuster. Et c'est ça qui fait vraiment apprendre et se développer très vite. Et en début de carrière, il y a des enseignants qui montrent des gestes professionnels très élaborés que certains enseignants, après de nombreuses années, n'ont pas. Et le levier, c'est regarder l'activité de l'élève et se focaliser sur les apprentissages. Contrairement à ce qu'on retrouve souvent dans la littérature, tant que tu n'as pas le calme dans la classe, ben, tu ne peux pas faire cours ou tu ne peux pas donner des contenus autres. Ben, moi, non. Donne des contenus et ça va t'amener le calme dans la classe. C'est facile à dire, mais voilà. Autorité instructive, c'est-à-dire que je mets mon autorité parce que je leur montre que je les fais apprendre. Donc, je me focalise sur les apprentissages. Et il y a des gamins en 4e qui m'ont dit « Oh, en écoutant le prof, je me suis aperçu que l'enseignant, que je progressais. » Et là, il a appris en 4e. Il y a toute une stratégie d'entretien, de recherche qui montre que ça, il a appris en 4e. Alors que nous, c'est la base du métier, quoi. Si tu m'écoutes, tu vas mieux réussir. Ben, lui, il a appris en 4e. Donc, en se focalisant sur les apprentissages. Empathie, ça, c'est Rogers qui en parlait au milieu du siècle. C'est la capacité de se mettre à la place de ressentir ce qu'il vit. C'est le métier de l'enseignement, c'est de se mettre à la place de l'apprenant, quoi. Et à la fois sur ces problèmes, pourquoi il ne réussit pas ou pourquoi il réussit, que ce soit éducatif ou moteur, ou CMS, hein, je ne fais pas de distinguo. Et ça, pour être empathique, il faut essayer de se mettre à la place de l'élève et donc d'analyser son activité, de regarder ce qu'il fait. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je donnais comme angle d'entrée là l'empathie. Et l'espace, ça rejoint ce que Philibert avait dit sur bon, ben, finalement, il faut les suivre, ces gamins. Et pour les suivre, il faut réfléchir encore plus qu'avec les autres sur le cadrage de l'espace. Et déjà, un cadrage de l'espace, c'est déjà un premier cadrage. Et comme ils ont besoin de surcadrage, entre guillemets, ces élèves, alors que font les collègues? Ils utilisent des chasubles. Ils sont assez directifs sur l'équipe A, c'est sur cette ligne. Et je ne déroge pas pour éviter les interactions entre. Donc là, il y a une réflexion en amont que les enseignants n'ont pas systématiquement, encore moins en début de carrière, sur bon, ben, comment je vais organiser les trucs. Bon, je verrai bien. Et finalement, ils prennent le bouillon, encore plus avec ces élèves-là, s'il n'y a pas de cadrage précis et strict de l'espace. Alors, je vais être provocateur, hein, je vais dire, je ne suis pas d'accord avec l'expression, mais je vais dire les points sur lesquels je suis d'accord et les points où je diverge. Les points sur lesquels je suis d'accord, c'est ce que tu disais au début. Je pense qu'on est meilleur quand on se confronte à l'adversité, mais de manière accompagnée, pas lâchée comme ça, mais par exemple, dès le master, donc la formation initiale, il y en a beaucoup qui ont des stages en éducation prioritaire, etc., ou de la sensibilisation. Et ça, c'est important parce que ça apprend à réfléchir, à engager les élèves. Les élèves CAMIF, il suffit de leur dire ça pour qu'ils fassent. D'accord? Et donc, tandis que ça ne se fait pas de soi-même dans ces établissements-là. Donc, oui, on a tout est gagné. Parce que ça ne pardonne pas les moindres erreurs, ça fait progresser. Maintenant, non, on ne sera pas meilleur enseignant parce qu'il y en a beaucoup et plus que la moitié, une grande majorité qui se plantent dans ces milieux-là et qui considèrent ces premières années de carrière comme le purgatoire et qu'ils aspirent à leur vie plus tard, quoi, hein, et donc, ça fait des parcours cabossés aussi d'enseignants. Et donc, ça, c'est le point négatif. Et le deuxième point négatif, c'est que tout ne s'apprend pas dans ces milieux-là et c'est peut-être une variabilité qui serait porteuse. Et par exemple, là, j'enlève ma casquette de chercheur, je mets ma casquette d'enseignant.
Quand je suis passé du contexte difficile dans lequel j'étais, dans un collège assez chaud, à la fac, où j'enseignais aux polyvalences de badminton. Alors, les collègues de la fac disaient « Ah, les premières années, c'est pire que les LP ». Bon, ne les croyez pas. Les premières années, on se régale. Vous leur dites de courir, ils courent. Les élèves, vous leur dites de courir, ils te montrent le doigt qui est entre l'index et l'annulaire. Donc, donc, moi, mon activité, c'était tenir mes feuilles parce qu'ils couraient tellement qu'il y avait mes feuilles de bureau qui tombaient. Ça ne m'était jamais arrivé. Et après, j'étais confronté à d'autres problèmes professionnels qui étaient le gamin, il essayait de faire vraiment ce que je disais, il écoutait mes consignes et il n'y arrivait pas. Et ça m'était jamais arrivé professionnellement parce qu'il y en a qui en REP+, qui essayaient de faire, mais ils arrêtaient assez vite, tandis qu'il n'y avait pas cette notion de persévérance que je pense que donc ça apprend pas tout et une alternance me paraît importante pour répondre clairement à ta question. Donc cette phrase ne répond pas à tous les problèmes de l'enseignement. Exactement, parce que et c'est là se crée le décalage. Souvent, il y a un triple décalage entre la formation initiale, la recherche et le terrain. Et souvent, ça génère ce que tu évoques là, ça génère de toute façon, en formation initiale, ils nous ont raconté n'importe quoi. C'est pas mon métier, quoi, la formation initiale. Et donc, il faut réussir à réinjecter ça. Nous, à l'INSPE d'Aix-Marseille, alors c'est pas un exemple, mais c'est une bonne pratique de mon point de vue. Et on les amène à l'école primaire, même s'ils sont dans le secondaire, même si on sont LP, on les amène en collège, dans différents cours, pas seulement de ta discipline, et on voit comment chacun peut fonctionner, et après on génère du débat derrière. Et je trouve ça assez riche d'avoir vécu ça et d'avoir vu ça, au moins à un moment donné, dans sa formation. Mais je vais reprendre une belle phrase d'Albert Jacquard, hein, qui est un philosophe, à la base généticien, le gars, hein. Mais notre diversité, notre richesse, et là, la diversité des publics auxquels on enseigne ou des questions professionnelles qu'on se pose, c'est ça qui fait une professionnalité ouverte et pas trop fermée. Moi, je ne prétends pas vous avoir présenté la vérité absolue, mais des pistes d'analyse sur se focaliser sur l'activité des élèves, les faire réussir, leur montrer qu'ils sont transformables, être empathique, ambitieux, voilà, mais le tout, c'est vivre et faire vivre des expériences, et même soi-même, hein, c'est super enrichissant. Hein. Moi, je le dis souvent à mes étudiants là, que je forme pour être maintenant et devenir prof de PS, c'est un métier tellement formidable et presque, ça me fait mal à l'heure actuelle. J'ai l'impression d'avoir, à l'époque où j'étais prof de PS, d'avoir plus d'utilité sociale, d'aider à corriger quelques trajectoires de certains gamins qu'à l'heure actuelle, où j'ai des étudiants qui sont, même s'ils ne sont pas parfaits, ils sont dans la bonne voie et il n'y a aucun problème avec ça. Donc, c'est un métier tellement riche que je vous invite à vraiment le vivre. Et finalement, plus c'est difficile, plus ça laisse des expériences fortes et favorables une fille. Donc voilà, allons-y. En tout cas, vraiment, merci à toi. Merci pour cette première. Et écoute, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci à vous, avec grand plaisir. Et bon courage pour tout ce que vous faites, c'est vraiment top. Et je pense que la profession en a besoin. Je te remercie, Merci, Olivier. Allez, merci. au revoir. La bise.